A. Morgan n'avait que 7 ans lorsqu'une violente tempête détruisit le yacht familial, l'emportant dans l'immensité de l'océan Pacifique. Ses parents, dévastés, passèrent les 11 années suivantes à chercher désespérément, sans jamais perdre espoir, tandis que le monde se demandait si A aurait pu survivre. Mais le destin s'en mêla lorsque Travis, un pilote privé, remarqua une activité inhabituelle sur une île que l'on croyait totalement inhabitée. Sa découverte allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la disparition d'A. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le léger balancement du yacht fit rire A. Morgan, agrippé fermement à la rambarde. Debout, pieds nus sur le pont en bois poli, elle plissait les yeux face au soleil de fin d'après-midi qui miroitait sur les eaux du Pacifique. Ses courts cheveux blonds flottaient dans la brise salée, lui chatouillant les joues. A, attention, lança doucement sa mère depuis sa chaise à côté d'elle. La voix de Claire Morgan était chaleureuse, tempérée par une pointe d'inquiétude constante. Elle était assise sous un chapeau à large bord, affichant une élégance décontractée, même sous le soleil de l'océan. « Je vais bien, maman », lui assura A en lui faisant un signe de la main enthousiaste. Elle se tourna vers son frère aîné, Ryan, qui se tenait près de la rambarde et prenait des photos des dauphins qui passaient. À 11 ans, Ryan se considérait déjà comme un expert avec l'appareil photo qu'il avait reçu pour son anniversaire. « Tu l'as reçu ?» demanda A avec empressement. « Presque », murmura Ryan en ajustant l'objectif tandis que ses cheveux blonds ondulaient au vent. « Ils vont trop vite. »« Je peux essayer. » A tendit la main vers l'appareil photo, mais Ryan hésita, le protégeant. « Hors de question, tu vas le laisser tomber. » A fit la moue, mais rebondit rapidement, grimpant sur un banc coussiné à côté de lui. Leur père, Daniel Morgan, sortit de la cabine du yacht, tenant un grand bol de fruits frais. Il le déposa sur la petite table entre les chaises. « C'est l'heure du goûter », annonça Daniel d'un ton joyeux. Grand et athlétique, il se déplaçait avec grâce sur le pont, toujours souriant. Il ébouriffa les cheveux d'A pour l'empêcher de protester. « Papa », rit-elle en repoussant sa main. « Mange quelque chose », insista doucement Daniel. « On a une longue nuit devant nous si on veut atteindre la prochaine île. » Claire jeta un coup d'œil vers l'horizon lointain, se protégeant les yeux du soleil couchant. « Le temps est étrange ce soir », murmura-t-elle doucement. « On devrait peut-être jeter l'ancre à proximité. » Daniel observa le ciel, calme et dégagé, à l'exception d'une fine couche de nuages lointains. Les prévisions météo n'annonçaient rien de grave, lui assura-t-il. Tout ira bien. A prit une tranche d'ananas juteuse en souriant à sa mère. Elle adorait l'océan, ses vagues bleues infinies et le parfum iodé de l'aventure. Elle balançait joyeusement ses jambes, le petit bracelet en argent autour de son poignet scintillant à la lumière du soir. La nuit tomba rapidement. Le ciel passa d'un bleu serein à un gris sombre et ombragé, la lune dissimulée derrière des nuages épais. Sous le pont, A se blottit contre Ryan, écoutant ses parents parler doucement dans la cabine au-dessus. Le bateau tanguait maintenant avec plus de force, chaque balancement plus brusquement qu'auparavant. « Je n'aime pas ça », dit Ryan doucement, les yeux grands ouverts dans la pièce sombre. Il serrait son appareil photo contre sa poitrine. « Ce ne sont que des vagues, Ryan. »« Tout ira bien », dit A d'un ton courageux. Une rafale soudaine et puissante secoua le yacht, faisant sursauter les deux enfants. Leur mère se précipita vers eux tandis que Claire apparaissait dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. « Restez ici, tous les deux », ordonna Claire d'un ton ferme mais doux. « Ce n'est qu'une petite tempête. Papa et moi, on va s'en occuper. »« Maman ?» La voix de Ryan se brisa légèrement. Claire marqua une pause, adressant un sourire rassurant malgré le malaise dans son regard. « Tout va bien. Restez sous le pont. » Tandis que leur mère remontait précipitamment, Ryan regarda A avec nervosité. Elle lui serra la main, la chaleur rassurante la calma légèrement, même si le grondement grandissant de la tempête était impossible à ignorer.
La tempête éclata avec une soudaineté terrifiante. Les vagues s'écrasèrent sur le yacht comme des coups de poing, le balançant violemment dans tous les sens. Sur le pont, Claire et Daniel s'interpellaient avec urgence, leur voix était étouffée par les vents violents. En bas, Ryan et Doblea se blottirent l'un contre l'autre, hurlant tandis que le yacht basculait violemment et que les objets volaient des étagères avec fracas. L'eau commença à s'infiltrer par les bords des portes des cabines. « J'ai peur », cria Doblea en serrant le bras de Ryan. « C'est bon », répéta-t-il désespérément, même si sa voix tremblait. Le yacht tangua de nouveau, manquant de chavirer. Doblea hurla lorsqu'un torrent d'eau de mer jaillit par la porte de la cabine, inondant la pièce en quelques secondes. Les deux enfants se relevèrent précipitamment, se traînant vers la sortie. « Ryan !» Doblea, lança Daniel d'une voix frénétique. Il apparut à l'entrée inondée, trempé et battu par les vagues. « Prends ma main !» Ryan poussa Doblea vers leur père, et Daniel la tira rapidement sur le pont. Elle haleta, aveuglée par la furieuse tempête. La scène au-dessus était chaotique, gréements déchirés, voiles déchiquetées, débris tourbillonnant partout. Claire peinait à se stabiliser à la barre du yacht, les yeux emplis de peur. Une vague géante s'abattit sur eux, projetant Daniel sur le pont et arrachant Ryan de l'escalier. « Ryan !» hurla Claire, sa voix perdue dans la tempête. Daniel se précipita en avant, parvenant de justesse à attraper Ryan avant qu'une autre vague ne s'abatte. Doblea chancela, projetée en arrière par la force de l'eau. Elle chercha désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, ses petits doigts agrippant la rambarde. Doblea, résonna la voix de Claire, lointaine et terrifiée. Doblea cria en glissant, le bracelet à son poignet s'accrocha brièvement à la barre avant de se libérer. La vague suivante frappa comme un train, emportant Doblea du yacht. Pendant un bref instant, elle vit les visages horrifiés de ses parents, les bras tendus vers elle, puis elle plongea dans l'océan déchaîné, instantanément engloutie par les ténèbres. L'eau froide engloutit Doblea, l'entraînant plus profondément dans les profondeurs. Ses poumons la brûlaient, terrifiée, elle se débattait contre les courants violents. Elle remonta à la surface, se libérant juste assez longtemps pour reprendre son souffle, avant qu'une autre vague gigantesque ne s'abatte sur elle. « Maman !» s'étrangla Doblea, toussant violemment, sentant le sel et la peur. Son petit corps était engourdi, battu par des vagues incessantes. Des éclairs zébrèrent le ciel, illuminant le chaos tourbillonnant autour d'elle. Elle pivota, impuissante, et aperçut la silhouette du yacht lointaine, brisée, disparaissant. Un morceau de balustrade en bois brisé flottait à proximité, se balançant frénétiquement avec ses dernières forces déclinantes. Doblea se précipita vers lui, ses doigts parvinrent à peine à agripper son bord brisé. Elle s'accrocha désespérément, tremblant de froid, le cœur battant à tout rompre tandis que la tempête l'éloignait de sa famille. Le rugissement de l'océan s'intensifiait autour d'elle, étouffant ses appels à l'aide. À chaque vague, le yacht rapetissait, jusqu'à disparaître complètement, noyé sous une pluie torrentielle et l'obscurité. « Je suis là !» murmura-t-elle à personne, d'une voix faible et engloutie par le vent. Ses bras et ses jambes s'alourdissaient, chaque respiration devenait plus difficile, plus froide, plus superficielle, tandis que l'épuisement prenait le dessus sur sa peur. « Maman, papa !» murmura Doblea doucement, les yeux fermés. Impuissante, elle s'abandonna à la fureur de la tempête. Le matin arriva, calme et lumineux comme du cristal. La lumière du soleil dansait à la surface de l'océan, la tempête avait complètement disparu. Les hélicoptères des gardes-côtes survolaient la mer en quête désespérée, ratissant des kilomètres interminables de mer déserte. Les bateaux de sauvetage avançaient méthodiquement, scrutant l'horizon. Daniel était assis, enveloppé dans une couverture, à bord d'un bateau de sauvetage, le regard perdu dans le vide. À côté de lui, Claire serrait Ryan contre elle, tous deux meurtris, épuisés et sous le choc. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Claire, qui fixait l'horizon sans ciller. « Elle est là-bas », murmura Claire d'une voix hébétée. « Elle attend qu'on la trouve. » Un secouriste s'approcha prudemment, hésitant à interrompre leur chagrin. « Nous avons effectué des recherches intensives,
expliqua-t-il doucement. Les équipes d'hélicoptères élargissent le rayon d'action. Si elle est là, nous la retrouverons. Daniel se tourna lentement vers lui, l'air hanté et angoissé. S'il te plaît, dit-il d'une voix brisée et tendue, ne cesse pas de regarder. On ne le fera pas, assura doucement le sauveteur. On continuera aussi longtemps qu'on le pourra. Un secouriste s'approcha, hésitant prudemment à interrompre leur chagrin. Nous avons effectué des recherches intensives, expliqua-t-il doucement. Les équipes d'hélicoptères élargissent le rayon d'action. Si elle est là, nous la retrouverons. Daniel se tourna lentement vers lui, l'air hanté et angoissé. S'il te plaît, dit-il d'une voix brisée et tendue, ne cesse pas de regarder. On ne le fera pas, assura doucement le sauveteur. On continuera aussi longtemps qu'on le pourra. Les jours passèrent, chacun plus douloureux et désespéré que le précédent. Les Morgan refusèrent de quitter la station de sauvetage, attendant désespérément des nouvelles qui ne vinrent jamais. Les équipes de télévision commencèrent à se rassembler à l'extérieur, attirées par l'histoire déchirante d'une fillette de 7 ans disparue en mer. Le 5e jour, un jeune officier des gardes-côtes entra dans la salle d'attente, un petit sac en plastique à la main. Daniel et Claire se levèrent anxieusement, le visage pâle de peur et d'espoir. Nous avons trouvé quelque chose près d'un récif à plusieurs kilomètres de là, a déclaré l'officier en tendant soigneusement le sac à Daniel. À l'intérieur se trouvait un petit bracelet tressé en argent délicat, très terni par l'eau de mer mais toujours reconnaissable. Les jambes de Claire se dérobèrent sous elle. C'est à Alara, murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle serra le bracelet à travers le plastique et sanglota doucement, mon bébé. Daniel serra fermement sa femme dans ses bras, la maintenant fermement. Ryan se tenait près d'elle, silencieux, les yeux creux, incapable de parler. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Daniel en retenant ses larmes. Où était-elle? Nous avons passé le récif au peigne fin, expliqua prudemment l'officier. Il n'y a pas encore d'autres signes de lui, mais nous poursuivons nos recherches. Claire se redressa, serrant le bracelet avec force. Elle est vivante, murmura-t-elle fermement en essuyant ses larmes. Elle est forte. Alara n'abandonnerait pas. Daniel hocha lentement la tête, s'accrochant à ce fragile fil d'espoir. Alors, nous non plus. En quelques jours, les médias ont transformé la tragédie en une affaire nationale. Les présentateurs des journaux télévisés ont diffusé des nouvelles sombres, partageant la photo de classe d'Alara souriante et les images du yacht naufragé remorqué vers la côte. Les experts ont spéculé sur les chances de survie, les courants océaniques et les dérives. Le public s'est mobilisé autour des Morgan, offrant soutien, prières et messages d'encouragement. Les communautés en ligne ont organisé leurs propres recherches par satellite des courants océaniques, cherchant désespérément des indices que les autorités auraient pu manquer. Mais les jours se transformèrent en semaines, et l'espoir s'amenuisa. Claire refusait d'accepter la défaite. Chaque soir, debout sur le rivage, elle contemplait la mer, murmurant doucement pour elle-même, comme si Alara pouvait entendre sa voix de l'autre côté de l'eau. Daniel la rejoignait souvent, la serrant contre lui offrant une force tranquille malgré sa propre agonie. Ryan se tenait à leur côté, silencieux, luttant contre la culpabilité, il ne revivait jamais la tempête dans sa tête. Les recherches ont été réduites, passant d'un sauvetage actif à une opération de récupération, puis à une enquête ouverte mais en sommeil. Pourtant, les Morgan n'ont jamais perdu espoir. Les médias ont surnommé leur histoire et la disparition d'Alara Morgan, et le mystère de son destin a continué de captiver les cœurs et les imaginations du monde entier. Ryan Morgan se tenait tranquillement sur le pont du navire de sauvetage, les yeux rivés sur l'immensité de l'océan. Il avait maintenant 21 ans, maigre et buriné par des années de bénévolat en mer. L'air du petit matin était frais, teinté d'une pointe de sel et d'une vague promesse de pluie. Il resserra sa veste autour de lui, scrutant l'horizon où l'océan s'étendant à perte de vue. « Ça va, Morgan ?» demanda le capitaine Harper en s'approchant doucement de lui. Ryan hocha la tête, mais ne quitta pas l'horizon du regard. « Ouais, je réfléchissais. » Harper suivit son regard,
une compréhension mutuelle se faisant silencieuse. C'était calme aujourd'hui, dit-elle pensivement. On pourrait bientôt rentrer. Ryan inspira profondément, souhaitant que la douleur familière dans sa poitrine s'estompe où elle ne s'estompait jamais, même après 11 ans. Il avait vieilli, grandi, renforcé, mais le souvenir de la perte d'Alara lui semblait encore d'hier. Parfois, lorsque l'océan était calme comme ça, il croyait entendre son rire résonner dans les vagues. Harper posa une main réconfortante sur l'épaule de Ryan. « Tu as sauvé beaucoup de vies, Ryan. » Elle serait fière. La mâchoire de Ryan se serra, l'émotion lui serrant la gorge. « Ouais, » murmura-t-il en regardant enfin son capitaine. « J'aimerais tellement qu'elle soit des leurs. » Ils restèrent silencieux tandis que le bateau de sauvetage oscillait doucement sous leurs pieds, tous deux perdus un instant dans leur chagrin privé. Dans le petit bureau côtier du département de police de San Diego, Claire et Daniel Morgan étaient assis côte à côte, en face de l'inspecteur Ian Cruz. L'atmosphère était pesante, chargée d'émotions inexprimées. L'inspecteur Cruz était patient, doux mais direct. Il tendit à Claire une photo d'Alara mise à jour et vieillie numériquement. L'image de la jeune fille âgée de 18 ans fixait ses parents d'un regard silencieux, des yeux bleus familiers teintés d'une maturité imaginaire, des cheveux plus longs, un sourire plus réservé. La main de Claire tremblait légèrement lorsqu'elle accepta l'image. « Merci », murmura-t-elle doucement. « J'ai du mal à imaginer à quoi elle ressemble maintenant. » Daniel passa un bras autour de sa femme pour la soutenir. Sa voix était basse mais ferme. « De nouvelles pistes, inspecteur ?» Cruz secoua doucement la tête. « Je suis désolé. Rien de nouveau cette fois. » Claire hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Daniel lui serra légèrement l'épaule. « Nous apprécions cela, » répondit l'inspecteur avec un sourire compatissant. « Vous savez tous les deux que je ne cesserai jamais d'essayer. » Claire baissa à nouveau les yeux sur la photo, son cœur se serrant douloureusement dans sa poitrine. Le soleil de midi tapait fort sur la piste d'atterrissage d'une petite île du Pacifique Sud. Travis et il se tenait à côté de son avion cargo monomoteur, s'essuyant les mains avec un chiffon tandis que l'équipe de ravitaillement finissait de remplir les réservoirs. La trentaine avançait, Travis se tenait avec une assurance tranquille et avait la réputation de naviguer dans des régions que la plupart des pilotes évitaient. Son visage était bronzé par le soleil, son regard perçant après des années de vol prudent. « Ça va, Hale ?» cria un membre de l'équipe au sol qui sécurisait la conduite de carburant. Travis a levé le pouce. « Ouais, c'est prêt. »« Merci. » La piste d'atterrissage se trouvait près d'un minuscule village de pêcheurs, de simples cabanes en bois parsemaient la plage voisine, des pêcheurs réparant leurs filets le long du rivage, jetant parfois un coup d'œil curieux à Travis. C'était un visage familier, passant une fois par mois ou tous les 2 mois pour apporter des fournitures vitales et des médicaments aux communautés isolées. En rangeant ses outils, Travis remarqua un pêcheur âgé qui l'observait attentivement depuis une petite barque en bois. Travis lui adressa un signe de tête amical, que le pêcheur lui rendit avec hésitation. Intrigué, Travis décida de s'approcher de lui et descendit prudemment la pente sablonneuse vers le rivage. « Tu as quelque chose en tête ?» demanda Travis d'un ton léger, se protégeant les yeux de la lumière vive du soleil. Le pêcheur l'observa prudemment, comme s'il se demandait s'il devait lui faire confiance. Au bout d'un moment, l'homme jeta un bref coup d'œil vers l'océan, puis parla doucement, d'une voix rauque, marquée par l'âge et l'incertitude. « Tu voles partout, n'est-ce pas ?» Travis hocha patiemment la tête. « Oui, pourquoi ?» Le vieil homme s'agita, mal à l'aise, choisissant ses mots avec soin. « Certaines îles, on dit qu'elles sont vides. » Personne. Travis haussa un sourcil. « Ouais, il y en a plein par ici. » Le pêcheur secoua lentement la tête, se penchant plus près et baissant encore la voix. « Pas vide. Il y a des gens sur une île, loin à l'ouest d'ici des gens cachés. Étrange. Étrange. » Comment ? demanda calmement Travis, la curiosité piquée au vif. L'homme, l'air troublé et partagé, jeta un nouveau coup d'œil vers la mer avant de finalement répondre. « Mon neveu,
il y est allé par erreur il y a 2 mois. Il a vu des cabanes, du feu, de la fumée, mais les cartes indiquent qu'il n'y avait personne. Ton neveu leur a parlé, insista doucement Travis. Le pêcheur secoua la tête, les yeux écarquillés de peur. Non, trop effrayé. Mais il a dit qu'il y avait une fille aux peaux blanches, cheveux blonds et différente des autres. Travis fronça les sourcils, pensif, son instinct de pilote percevant un mystère. Ton neveu connaît-il toujours l'endroit? Le vieil homme hocha lentement la tête. Je peux te le dire, mais attention, pas sûr. Je peux me débrouiller seul, rassura Travis calmement. Il sortit une petite carte et la déplia soigneusement. Montre-moi. Le pêcheur hésita, puis désigna d'un doigt tremblant une zone isolée sur la carte, loin des routes de navigation ou des implantations connues. Travis la marqua silencieusement. Tu n'en parleras à personne, avertit le pêcheur avec sérieux. Une île, ça apporte des ennuis. Travis rangea soigneusement la carte. Ne t'inquiète pas. Je serai prudent. Il remercia le vieil homme d'un léger hochement de tête, sentant un sentiment de malaise et d'intrigue l'envahir. Quoi qu'il y ait de caché là-bas, Travis savait qu'il devait le voir par lui-même. Qui sont les mystérieux habitants de cette île isolée, et qu'en est-il de la fille dont parlait le pêcheur? Alara serait-elle encore en vie après toutes ces années? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir les prochaines découvertes de Travis. Travis se mit à la recherche d'un lieu d'atterrissage approprié. La côte rocheuse posait problème, mais il identifia bientôt une clairière plate et herbeuse près de la plage, suffisamment large pour son avion. Doucement, il descendit, ses pneus touchant doucement l'herbe vierge. Tandis que les hélices ralentissaient et s'apaisaient, il expira doucement, conscient de pénétrer en territoire inconnu. En posant le pied sur la terre ferme, Travis se sentit immédiatement isolé. L'océan murmurait doucement derrière lui, la jungle dense se profilait devant lui. Saisissant son petit sac à dos, il s'avança prudemment vers la lisière des arbres, les sens en alerte. Une légère odeur de fumée de bois flottait jusqu'à lui, guidant son chemin. Il évoluait silencieusement sous la canopée, la lumière du soleil filtrant faiblement à travers les épaisses feuilles. Le chant des oiseaux résonnait à la cime des arbres, les insectes bourdonnaient sans relâche, la vie s'épanouissait dans toutes les directions. Bientôt, il déboucha dans une clairière et fut stupéfait par ce qui s'offrait à lui, un village soigneusement niché au cœur d'une clairière luxuriante, apparemment épargné par le monde moderne. Des huttes faites de palmes tressées, aux toits soigneusement rapiécés de larges feuilles, se fondaient naturellement dans leur environnement. De petits feux brûlaient sous les abris, tandis que des marmites mijotaient doucement. Les villageois, vêtus de simples vêtements faits main, se déplaçaient silencieusement, s'arrêtant prudemment en le remarquant. Travis leva lentement la main, veillant à ne pas paraître menaçant. « Bonjour », lança-t-il doucement. « Je ne suis pas là pour faire de mal à qui que ce soit. Je m'appelle Travis. » Les villageois se figèrent, murmurant rapidement dans une langue qu'ils n'avaient jamais entendue. Un homme âgé s'avança, les yeux plissés d'un air soupçonneux, parlant fermement et désignant d'un geste brusque le chemin d'où Travis était venu. « Je suis désolé », répondit Travis prudemment en secouant doucement la tête. « Je ne comprends pas. Je veux juste parler. » Les murmures s'amplifièrent, l'anxiété envahissant la foule. Plusieurs jeunes hommes échangèrent des regards méfiants, avançant sur la défensive, armés d'armes improvisées aux lances et bâtons aiguisés. Travis recula prudemment, les paumes levées. Doucement. « Je ne suis pas dangereux. » Les villageois l'ignorèrent, leur voix était tendue, de plus en plus agitée. Il réalisa trop tard qu'il avait sous-estimé leur peur. Puis quelque chose d'inhabituel attira son attention, une adolescente sortit discrètement de derrière l'une des huttes. Travis la fixa un instant, oubliant le danger. Sa peau pâle se détachait vivement sur le teint plus mat des villageois, de longs cheveux blonds tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux étaient écarquillés, brillant d'une curiosité surprise, et d'autre chose, la reconnaissance, peut-être. Et, appela-t-il instinctivement en s'avançant. « Parlez-vous anglais ?» Elle sembla reculer,
surprise par son geste brusque, et une femme posa précipitamment une main protectrice sur son épaule, murmurant avec urgence. Travis se figea à nouveau, le cœur battant. Cette fille n'avait clairement rien à faire ici. Serait-ce possible? Avant qu'il ait pu terminer sa pensée, des cris éclatèrent autour de lui. Les hommes, de plus en plus inquiets, le pointaient du doigt, persuadés qu'il représentait une menace. Travis essaya de nouveau, parlant lentement et prudemment, désespérément, pour tenter d'apaiser leur peur. « S'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit, » insista-t-il avec urgence. « J'ai juste besoin de parler. » Soudain, il sentit un coup violent traverser ses épaules, l'étourdissant momentanément. Ses genoux fléchirent sous lui tandis que d'autres villageois s'élançaient, armes au poing. Le visage déformé par la panique et la confusion, il se rapprochait. Il leva les mains, défensivement. « Attends, arrête !» Un autre coup violent le frappa par derrière. Une douleur fulgurante lui traversa la tête tandis qu'il s'effondrait lourdement au sol. Des visions flottaient au-dessus de lui, des voix inquiètes s'estompèrent dans l'obscurité tandis qu'il luttait contre l'inconscience. La sensation du bambou rugueux s'enfonçant dans son dos réveilla Travis. Il ouvrit lentement les yeux, gémissant doucement sous l'effet de la douleur persistante dans son crâne. La nuit était tombée, la faible lueur d'un feu lointain illuminait le village au-delà, projetant de longues ombres à travers les interstices de la cage de bambou rudimentaire qui l'emprisonnait désormais. Travis se redressa lentement, se frottant les poignets, désormais libéré mais meurtri par les précédentes entraves. Son esprit s'emballa, repensant à sa dernière rencontre avec les villageois, les cris de peur, leur panique défensive, puis l'obscurité. Son pouls s'accéléra, l'anxiété s'accentua à chaque respiration. Un garde se tenait à quelques mètres de lui, alerte, mais apparemment indifférent à son égard. Il portait un simple vêtement en fibre végétale et tenait une lance d'une main, la posture droite et méfiante. Travis envisagea de parler, mais se ravisa rapidement, les mots n'avaient pas fonctionné auparavant, et il doutait qu'il le fasse maintenant. Au lieu de cela, il examina attentivement la cage, cherchant une faiblesse, une possibilité d'évasion mais le bambou était tissé serré et solidement fixé à chaque jointure. Travis soupira profondément, la frustration grandissant. Il avait atterri en quête de réponse, d'aventure peut-être, mais pas d'emprisonnement. Il se laissa aller en arrière et ferma les yeux, l'impuissance le submergeant. Il dut s'endormir, car il se réveilla en sursaut au bruit de pas prudents à proximité. Travis se redressa aussitôt, instantanément alerte, le cœur battant. Il scruta par les interstices, cherchant à voir qui s'approchait. Au début, il ne vit que des ombres, mais bientôt une silhouette familière apparut discrètement près de la cage, elle, la jeune fille à la peau pâle qu'il avait remarquée plus tôt. Elle s'accroupit près de lui, ses cheveux dorés doucement illuminés par la faible lueur de la lune. Pendant un instant, elle l'observa simplement, comme pour se demander si on pouvait lui faire confiance. « Es-tu réveillé » murmura-t-elle doucement, hésitante. Travis se pencha, la voix à peine audible. « Ouais. Qui es-tu » Elle jeta un regard nerveux au garde endormi avant de reprendre la parole, d'une voix douce mais posée. « Je m'appelle Arara. » Travis prit une inspiration rapide. « Arara » répéta-t-il, l'esprit bourdonnant. Il se souvenait clairement des histoires d'il y a des années, la petite Morgane disparue dans une tempête. Elle hocha lentement la tête. « Oui. J'ai été rejeté sur le rivage après un naufrage. J'habite ici depuis. » Travis l'observa attentivement, cherchant sur son visage une quelconque tromperie, mais n'en trouva aucune. Elle semblait calme, sérieuse ou une force tranquille émanait d'elle. « Comment es-tu arrivé ici » murmura-t-il doucement. Elle détourna brièvement le regard, une tristesse traversant rapidement son regard avant qu'elle ne se concentre à nouveau sur lui. « Je ne sais pas. J'ai flotté en mer, je ne sais pas combien de temps. J'ai fini par perdre connaissance. À mon réveil, j'étais déjà là. Ces gens m'ont trouvé, ils croyaient que j'étais un don de leur Dieu. » Travis la fixa, absorbant ses paroles. « Alors, ils t'ont élevé.
Elle hocha la tête solennellement. Oui. Marua, notre guérisseuse, a pris soin de moi. Elle m'a appris leur langue, leurs coutumes, comment survivre. Il jeta un regard inquiet au garde endormi. Alors pourquoi suis-je enfermé? Pourquoi m'ont-ils attaqué? Elle hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. Tu es tombé du ciel. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme toi. Ces derniers temps, il y a eu des signes avant-coureurs de malheur, tempête, mauvaise récolte. Ils pensent que tu es la cause, une menace. L'estomac de Trévis se serra. Et qu'arrive-t-il aux menaces? Arara s'agita, mal à l'aise, le regard assombri par le malaise. Il croit que te sacrifier pourrait rétablir l'équilibre. Son cœur battait fort, l'anxiété lui serrait la poitrine. Me sacrifier? Elle hocha gravement la tête, la voix basse et tendue. Ils ont peur. C'est le seul moyen qu'ils connaissent. Trévis se rassit lentement, absorbant le choc de sa révélation. Il prit une inspiration prudente, essayant de calmer ses nerfs. Tu peux m'aider. Le regard d'Arara se posa brièvement sur le garde. J'essaierai, murmura-t-elle rapidement. Mais c'est dangereux. Ils pourraient ne pas m'écouter. Ils te font confiance, n'est-ce pas, demanda-t-il prudemment, sentant son hésitation. Elle fronça les sourcils, pensive. C'est vrai, mais tu es différent. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'extérieur. Je ne sais pas jusqu'où ira leur confiance en moi. Trévis insista prudemment, alors pourquoi risquer de m'aider? Arara soutint son regard droit, l'air ferme et clair. Parce que tu es innocent et parce que, hésita-t-elle, la voix s'adoucissant, je n'ai pas oublié d'où je viens. Il hocha la tête, un profond respect pour son courage grandissant. J'apprécie. Vraiment. Elle jeta un regard inquiet vers le garde endormi. Je vais d'abord parler à Marua. Elle comprendra peut-être, elle est sage et gentille. Marua la guérisseuse, demanda Trévis, se souvenant de ses paroles précédentes. Arara hocha la tête. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a toujours protégé. Elle marqua une pause, rassemblant son courage. Mais si elle ne m'aide pas, je trouverai un autre moyen. Fais attention, Trévis. Ne te mets pas en danger, insista-t-il doucement. Elle lui adressa un sourire doux et triste. Je suis habitué au danger. Sur ce, Arara se leva lentement, prête à partir. Trévis tendit impulsivement la main, effleurant doucement son bras à travers la cage. Elle marqua une pause, légèrement surprise par son contact, mais ne s'écarta pas. Tes parents, murmura-t-il avec urgence, ils n'ont jamais cessé de te chercher. Ton frère aussi, il te cherche tous les jours. Ses yeux s'adoucirent, brillant de larmes, et elle cligna rapidement des yeux pour les chasser. Dis-moi qu'ils vont bien. Trévis hocha la tête pour le rassurer. Ils t'attendent. Si on s'en sort, je te ramènerai chez toi. Promis. Elle l'observa en silence, la voix tremblante d'incertitude. Je ne sais plus si j'ai encore ma place ici. Tu appartiens à l'endroit que tu choisis, dit-il doucement. Arara expira doucement, lui serrant brièvement la main avant de se retirer. Tiens-toi fort. Je reviens bientôt. Elle s'enfonça silencieusement dans l'obscurité, disparaissant rapidement entre les ombres. Trévis se laissa aller en arrière, l'espoir vacillant en lui pour la première fois depuis l'atterrissage. Il savait que le danger demeurait réel, mais il n'était plus seul. Quoi qu'il arrive, il ferait tout son possible pour honorer sa promesse. Suivez-moi, murmura Alara d'un ton pressant en lui tendant le petit sac de provisions. Soyez discret. Il hocha la tête, le regard perçant. Ensemble, ils se faufilèrent à travers les ombres du village et le clair de lune, guidant leurs pas prudents vers la hutte. Elle était silencieuse, ses habitants dormaient. Pourtant, chaque bruissement d'herbe sous leurs pieds semblait dangereusement fort. Alors qu'ils approchaient de la lisière de la jungle, un chien aboya soudain, brisant le silence. Tous deux se figèrent aussitôt, le cœur battant.
des voix s'élevèrent derrière eux, suivies de pas et de murmures pressants. Ils nous ont vus, dit sèchement Alara. Courez. Ils s'enfoncèrent tête baissée dans l'épais feuillage de la jungle, les branches fouettant violemment leur peau. Travis resta près d'Alara, se fiant aveuglément à ses instructions. Derrière eux, des cris fusèrent tandis que les villageois se lançaient à leur poursuite, leurs torchers vacillant frénétiquement à travers les arbres. L'esprit d'Alara s'emballait tandis qu'elle naviguait sur ce terrain accidenté, les branches lui écorchaient les bras, sa respiration était haletante. Elle entendait Travis trébucher légèrement, peinant à suivre le rythme. « Continue d'avancer » insista TL désespérément, la voix tendue. « J'essaie » haleta Travis, la voix tendue par l'effort. Soudain, il poussa un cri aigu et s'écrasa lourdement sur le sol de la jungle. Alara pivota sur elle-même, le cœur battant la chamade. Travis grimaça de douleur, se tenant la cheville, le visage crispé par l'agonie. « Je l'ai tordu » gémit-il entre ses dents serrées. Elle lui saisit fermement le bras, le regard pressé. « Tu ne peux pas t'arrêter là. Viens. » Serrant les dents, Travis se remit péniblement sur pied, s'appuyant lourdement sur son épaule. Ensemble, ils avancèrent en titubant dans une obscurité plus profonde, la douleur ralentissant considérablement leur allure tandis que la lumière des torchers se rapprochait dangereusement derrière eux. Après ce qui lui sembla une éternité, Alara aperçut enfin un repère familier, un banyan massif et tordu, aux racines enchevêtrées comme une forteresse. Elle poussa un soupir de soulagement et serra Travis plus fort. « Presque là » murmura-t-elle, le guidant soigneusement autour des racines massives vers une ouverture cachée dans la paroi rocheuse. Sous la voûte, Travis jeta un regard hésitant vers le trou noir. « Où allons-nous » ? « Une grotte » répondit-elle fermement. « Je me cachais souvent ici quand j'étais enfant. Ils ne savent pas qu'elle existe. » Avec précaution, elle aida Travis à se glisser à l'intérieur. Il la suivit rapidement, et elle tira des feuilles mortes devant l'entrée pour la dissimuler. Essoufflés, ils attendirent anxieusement dans le noir. Dehors, des voix résonnaient bruyamment, les villageois criaient des instructions, cherchant désespérément. Après quelques instants de tension, le bruit s'estompa peu à peu, s'enfonçant plus profondément dans la jungle. Alara alluma enfin une petite torche qu'elle avait cachée dans la grotte des années plus tôt, illuminant l'espace exigu mais réconfortant. Travis s'affala avec gratitude contre la paroi de la grotte, grimaçant en étirant sa cheville blessée. « Ça va » demanda doucement Alara, la voix chargée d'inquiétude. Travis hocha faiblement la tête, esquissant un sourire rassurant. « Je survivrai, grâce à toi. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle lentement tandis que les souvenirs lui revenaient, des dessins d'elle avait soigneusement gravés sur les murs, des coquillages qu'elle avait collectionnés soigneusement disposés dans les coins et un petit paquet de tissus tissés protégeant quelque chose caché. Travis remarqua son reflet silencieux. « Tu as passé beaucoup de temps ici. » Alara hocha doucement la tête, l'air partagé. « La chance ou le destin ?» Il l'observa, l'empathie adoucissant son expression. « C'est remarquable que tu aies survécu. » Elle soupira doucement, le regard perdu dans le vide. « Ce n'était pas facile. Cet endroit m'a donné un abri, de l'espoir. » Ils restèrent silencieux un long moment, la grotte les protégeant comme un cocon protecteur. Travis examina doucement sa cheville blessée, grimaçant en la faisant tourner avec précaution. Alara s'approcha et lui offrit un petit sachet de fruits secs. « Mange. Tu as besoin de force. » Il accepta avec gratitude, mâchant lentement, le regard pensif. « On a de la chance que tu connaisses cet endroit. » Elle hocha doucement la tête, puis plongea la main dans le petit paquet et déplia soigneusement le tissu délavé. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de tissu déchiré, décoloré et patiné par le temps sans aucun doute un gilet de sauvetage. « C'était à moi » murmura-t-elle en l'effleurant doucement du bout des doigts. « Je l'avais sur moi quand je me suis échoué. » Travis la regarda, admiration et empathie dans les yeux. « C'est remarquable que tu aies tenu bon. » Elle soupira et contempla le tissu. « C'était tout ce qui me restait de mon ancienne vie. » Ils retombèrent dans le silence,
pris entre passé et présent. Travis l'observa, percevant son trouble intérieur. « Qu'est-ce qu'il y a, Alara » demanda-t-il doucement. Elle hésita, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai passé tant de temps à essayer de trouver ma place. Maintenant, je m'enfuis à nouveau. » Travis secoua fermement la tête. « Tu ne fuis pas. Tu cours vers la maison. » Elle baissa les yeux, la voix fragile. « Mais où est la maison, maintenant ?» Travis se pencha en avant, la sincérité dans le ton. « La maison, c'est là où les gens vous aiment. Vos parents, votre frère, ils n'ont jamais cessé d'espérer votre retour. » Elle croisa son regard, ses yeux scrutant les siens. « Et si j'avais trop changé ?» Il sourit doucement. « Ils t'aimeront, Alara, peu importe qui tu seras devenu. » Un silence s'installa entre eux, empli seulement par le doux crépitement de la flamme de la torche. Alara fixait le morceau de tissu dans sa main, le passé et le présent s'entrechoquaient en elle. « Tu crois vraiment qu'on y arrivera » demanda-t-elle doucement, incertaine. Travis lui offrit un sourire rassurant. « Ensemble, on peut. Demain, on prend l'avion à l'aube. Si on y arrive, je peux nous y emmener. » Elle hocha lentement la tête, réconfortée par sa certitude. « J'ai confiance en toi, Travis. » Il la regarda dans les yeux, convaincu. « Je te ramènerai à la maison. Promis. » Alara expira doucement, remettant soigneusement le morceau de tissu dans le paquet. Elle contempla en silence les dessins enfantins, l'océan, les oiseaux, les fleurs et les personnages de la tribu qui l'avaient hébergée. Bien que les paroles rassurantes de Travis la rassurent, le doute la tenaillait. Elle avait vécu deux vies distinctes, l'une s'était effacée dans les souvenirs d'enfance, l'autre profondément ancrée dans cette île. Pourrait-elle un jour vraiment retourner dans le monde qu'elle avait quitté? Fermant les yeux, Alara s'adossa contre la paroi de la grotte, cherchant du réconfort dans les souvenirs des deux mondes. Demain exigerait toute sa force et son courage, car ce soir, elle s'autorisait à se reposer, tiraillée entre espoir et incertitude, incertaine de sa véritable place, mais résolue à la découvrir. Espoir de survie, de ramener Alara chez elle. Déchirant l'épais feuillage, ils trébuchèrent sur la clairière. Les avions attendaient en silence, intacts et brillants au soleil. « Tu sais voler » demanda Alara, essoufflée. Travis hocha brusquement la tête, grimaçant de douleur. « Il le faut. » Il grimpa rapidement dans le cockpit, le cœur battant. Alara jeta un regard inquiet derrière elle tandis que des villageois surgissaient soudain de la jungle, fonçant furieusement vers eux. « Vite, Travis, actionnez les interrupteurs !» cria-t-elle. Il travailla frénétiquement, le moteur démarra instantanément. L'hélice tournait bruyamment, l'herbe voltant sous de puissantes rafales. Alara se précipita à l'intérieur, refermant fermement la porte. Les villageois se précipitèrent désespérément, brandissant leurs armes avec acharnement tandis que l'avion se mettait en mouvement. Travis accéléra précipitamment, les roues rebondissant brutalement sur un sol accidenté. « Allez, allez !» murmura Travis en serrant fermement les commandes. Finalement, l'avion s'éleva brusquement, effleurant la cime des arbres de quelques centimètres. En contrebas, le village s'éloigna rapidement, les villageois se tenant impuissants tandis que leurs captifs s'évadaient dans le ciel. Travis poussa un profond soupir, submergé par le soulagement. À côté de lui, Alara baissait les yeux en silence, l'expression confuse, tiraillée entre la liberté et le chagrin pour ceux qu'elle laissait derrière elle. Ils grimpèrent avec régularité. L'océan s'étendait à perte de vue, offrant à la fois sécurité et incertitude. Travis guida l'avion avec précaution, déterminé plus que jamais à tenir sa promesse envers Alara. Elle resta assise en silence, les yeux fixés sur l'horizon, consciente que sa vie avait irrémédiablement basculé. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de la cime des arbres, Travis sentit une violente rafale de vent frapper le fuselage, manquant de le projeter de côté. Il resserra sa prise sur les commandes, stabilisant leur ascension, le cœur palpitant d'adrénaline. Le ciel, plus clair quelques instants plus tôt,
s'assombrit rapidement tandis que d'épais nuages s'amoncelaient menaçants. Ahara se pencha en avant, anxieuse, les yeux écarquillés, scrutant le ciel turbulent. « C'est encore une tempête ?» demanda-t-elle. Trévis hocha la tête d'un air sombre, ajustant prudemment leur altitude. « On dirait bien. Tiens-toi bien, ça risque d'être difficile. » Elle s'agrippa fermement à son siège, les jointures blanches, sa respiration s'accélérant tandis que des souvenirs lui revenaient, vagues violentes, tonnerre, contact glacial de l'océan. Elle ferma brièvement les yeux, s'efforçant de garder son calme. Dehors, le vent soufflait violemment contre l'avion, le secouant violemment. Trévis se débattait contre les commandes, luttant contre les turbulences, le visage crispé par la concentration. « Tu peux gérer ça ?» demanda doucement Ahara, la voix crispée par la peur. Trévis ne quitta pas les commandes des yeux. « Je dois le faire. » La pluie s'abattait sur le pare-brise, poussée horizontalement par de violentes rafales. La visibilité diminua brusquement, obligeant Trévis à se fier presque entièrement aux instruments tandis qu'ils avançaient à l'aveuglette dans une obscurité tourbillonnante. L'avion vibrait violemment, ballotté sans relâche par la tempête. Trévis jeta un coup d'œil inquiet à la jauge de carburant, dont le niveau était terriblement bas. Sa mâchoire se serra. « À quelle distance se trouve la sécurité ?» demanda nerveusement Ahara, sentant sa tension. « Trop loin » admit Trévis à voix basse. Il attrapa la radio et composa la fréquence d'urgence. « Ici l'avion N451C, appel à l'aide immédiate. Nous sommes pris dans de mauvaises conditions météorologiques, à court de carburant coordonné. » Des parasites crépitèrent violemment en guise de réponse, les mots étant à peine perceptibles à cause des interférences. Trévis répéta leur position avec urgence. Répétez N451C, assistance d'urgence requise immédiatement. Veuillez intervenir. Ahara fixait le vide en silence, tremblant légèrement tandis que les éclairs fulguraient autour d'elle. Sa respiration s'accéléra, l'anxiété menaçant de la submerger, mais elle se força à garder son calme, puisant sa force dans la détermination silencieuse de Trévis. Finalement, une voix déformée perça le brouhaha. Copie N451C. Le poste le plus proche est à 96 km au nord-est. Nous surveillerons votre position. Trévis poussa un bref soupir de soulagement, mais la tension restait gravée sur ses traits. Attends, prévint-il doucement. On n'est pas encore en sécurité. Ahara fixait le sol par la fenêtre striée de pluie, observant l'île sombrer rapidement. Son estomac se noua brusquement, les émotions s'affrontant en elle. Le soulagement l'envahit à l'idée qu'ils aient pu s'échapper, mais la culpabilité la suivit de près, lourde et froide, sachant qu'elle avait laissé derrière elle le seul foyer qu'elle avait connu depuis 11 ans. Une autre violente rafale secoua l'avion, bouleversant ses pensées. Elle tressaillit instinctivement, le cœur battant la chamade, tandis que les images de la nuit où elle avait été perdue lui revenaient avec intensité, le visage terrifié de sa mère, les vagues qui l'emportaient dans l'obscurité, l'engloutissant tout entière. Elle força son regard droit devant elle, respirant avec retenue, tentant désespérément de surmonter la peur qui l'écrasait. Trévis avait besoin de son calme, pas de sa panique. « Trévis, dit-elle doucement, la voix tremblant légèrement, dis-moi que nous pouvons le faire. » Il lui lança un regard rapide et rassurant malgré le chaos ambiant. « On est allé trop loin pour perdre maintenant. Fais-moi confiance. » Elle hocha faiblement la tête, serrant plus fort son siège, se forçant à croire ses paroles. Une autre alarme retentit sur la console, attirant immédiatement l'attention de Trévis. Il parcourut rapidement les jauges, le cœur serré. L'aiguille du réservoir frôlait dangereusement la saturation. Il jura à voix basse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda rapidement Ahara, sentant un nouveau danger. Il hésita un instant avant de répondre honnêtement. Il n'y a presque plus de carburant. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Trévis expira brusquement, scrutant simultanément instruments et cartes. On ne peut pas rester en l'air plus longtemps. Soit on trouve l'avant-poste rapidement, soit on atterrit où qu'on soit. Elle le fixa en silence,
comprenant peu à peu. On pourrait s'écraser. Il secoua fermement la tête, refusant d'accepter la défaite. Je ne laisserai pas cela arriver. Un éclair violent s'abattit à proximité, illuminant le visage déterminé de Trévis. Ahara réprima une nouvelle vague de peur, lui accordant toute sa confiance. Trévis s'efforçait de voir à travers la tempête, luttant contre des vents implacables. Soudain, la radio, saturée de parasites, crépita de nouveau avec urgence. N451C, nous vous avons sur le radar. Ajustez légèrement votre cap vers l'est. Vous y êtes presque. L'espoir envahit brièvement Trévis, renforçant sa détermination. Prudemment, il modifia son cap, chaque ajustement étant précis malgré le chaos extérieur. Ahara observait avec anxiété, retenant son souffle tandis que les minutes s'étiraient péniblement. Enfin, de lointaines lumières scintillèrent faiblement sous la pluie de minuscules lueurs de sécurité. Trévis fut instantanément submergé de soulagement. Je les vois. Ahara expira brusquement, des larmes de soulagement emplissant ses yeux. Dieu merci. Trévis poussa doucement l'avion à descendre. La jauge de carburant était maintenant à zéro absolu, le moteur crachotait de façon inquiétante. On y est presque, murmura-t-il doucement, plus pour lui-même que pour Ahara. Dans un dernier effort, le petit avion quitta le rivage et atterrit brutalement sur la piste, rebondissant brusquement sur la chaussée mouillée. Le moteur toussa bruyamment avant de s'arrêter net, tandis que les orages grondaient encore violemment autour d'eux. Pendant un long moment, aucun des deux ne bougea, l'épuisement les submergeant tous deux. Le souffle d'Ahara tremblait, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, à la fois chagrin pour ce qu'elle avait laissé derrière elle et gratitude pour sa survie. Trévis resta assis en silence, le cœur battant la chamade, le regard hébété à travers le pare-brise. Finalement, il tendit la main et la serra doucement pour la rassurer. « On a réussi, dit-il doucement, la voix pleine de soulagement. » Elle le regarda dans les yeux, hochant doucement la tête, réalisant plus que jamais à quel point l'histoire était proche de se répéter. « Grâce à toi. » Il secoua doucement la tête, un léger sourire sous l'effet de l'épuisement. « Merci à nous deux. » Ensemble, ils restèrent silencieux dans le cockpit de la tempête, reconnaissant que leur voyage n'était pas encore terminé mais sachant que la partie la plus difficile était désormais derrière eux. Des soldats en uniforme les guidèrent rapidement depuis l'avion accidenté vers un groupe de bâtiments de la base navale. La tempête commençait à s'apaiser, mais une bruine persistante brouillait encore leur vision. Chaque pas leur semblait surréaliste après leur échappée belle. Ahara jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle, surprise par la lumière vive des projecteurs qui illuminaient la zone, et se serra instinctivement contre le bras de Trévis. Dans une salle médicale austère, un médecin de la marine examinait attentivement la cheville enflée de Trévis. Ahara était assise à proximité, les yeux écarquillés d'inquiétude, observant les murs d'un blanc immaculé, le matériel stérile et le bourdonnement inhabituel de l'éclairage électrique au-dessus de sa tête. Lorsque le médecin s'approcha d'elle avec précaution, Ahara se raidit, sa respiration s'accélérant légèrement. « Tout va bien », la rassura doucement Trévis. « Ils sont là pour t'aider. » Le médecin parla doucement, s'efforçant d'être rassurant, « On a juste besoin d'un examen rapide. Ça ne fera pas mal. » Ahara hocha lentement la tête, la tension visible dans ses épaules, se soumettant silencieusement tandis qu'on prélevait soigneusement des échantillons de sa joue pour un test ADN. Elle n'opposa aucune résistance, mais l'anxiété durcissait son expression. Deux agents en uniforme entrèrent, l'air sceptique, le regard fixé sur elle avec une incrédulité contenue. « Nous avons besoin que vous nous expliquiez à nouveau comment vous êtes arrivé ici, » dit l'agent principal avec douceur mais fermeté. Trévis soupira doucement, répétant prudemment, « C'est Ahara Morgan. Elle a disparu depuis 11 ans. » Les policiers échangèrent des regards sceptiques. « On le saura bien assez tôt, » répondit l'agent d'un ton neutre, s'éloignant pour livrer d'urgence les échantillons au laboratoire. Ahara resta assise en silence, les mains légèrement tremblantes sur ses genoux. Trévis se pencha et la couvrit délicatement de sa main. « Ils verront bientôt, » la rassura-t-il doucement. « Tu rentres chez toi. » Le lendemain,
La base navale bourdonnait d'activité. Travis et Ahara étaient assis tranquillement dans une salle d'attente, l'anxiété pesante. Soudain, un officier s'approcha brusquement, l'expression radicalement changée, les yeux écarquillés de stupeur. « C'est confirmé, » dit l'officier, essoufflé. « Vos ADN correspondent, vous êtes Ahara Morgan. » Ahara la fixait en silence, le cœur battant à tout rompre. Travis soupira de soulagement à côté d'elle. Quelques instants plus tard, les équipes de presse arrivèrent, envahissant l'entrée de la base, lançant questions et demandes d'interview. La nouvelle se répandit rapidement, une jeune fille disparue retrouvée après 11 ans sur une île isolée. Dehors, les caméras tournaient tandis que les reporters relayaient l'incroyable nouvelle en direct. Chez ses parents, Claire Morgan se tenait devant la télévision, figée d'incrédulité, les yeux rivés sur le bulletin d'information. Les autorités confirment que la jeune fille secourue par le pilote Travis Hale est bien Ahara Morgan, disparue depuis le tragique accident de yacht il y a 11 ans. Les genoux de Claire cédèrent sous elle. Daniel se précipita, rattrapant de justesse sa femme qui s'effondrait au sol, sanglotant sans tenue. Les yeux écarquillés, peinant à digérer la nouvelle que sa sœur, perdue, allait rentrer plus tard dans la soirée, une infirmière s'approcha doucement et frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Ahara, ta famille est là. » La chambre d'hôpital était doucement éclairée, silencieuse et intime. Ahara s'arrêta un instant sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Son regard se posa aussitôt sur ses parents, figés à l'autre bout de la pièce. Sa mère, Claire, semblait avoir complètement arrêté de respirer, les yeux brillants, la bouche légèrement entr'ouverte, incrédule. Daniel se tenait à côté d'elle, la main fermement pressée contre sa bouche, visiblement tremblant. Ahara fit un pas hésitant en avant, étrangement timide. Elle avait imaginé ce moment d'innombrables fois, mais maintenant, il lui semblait onirique. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. À la place, des larmes emplirent ses yeux. Soudain, sa mère se libéra de sa paralysie et se précipita vers sa fille, les bras grands ouverts. Daniel la suivit aussitôt, l'émotion brisant les derniers vestiges de sa retenue. Toutes trois s'étreignirent violemment, s'accrochant désespérément l'une à l'autre tandis que leurs larmes coulaient librement, mêlées à un soulagement partagé. « On n'a jamais cessé de chercher », murmurait Daniel dans les cheveux d'Ahara, la voix brisée par l'émotion. « Jamais. » Ahara ferma les yeux, serrant ses parents aussi fort qu'à 7 ans. « Je savais que tu me retrouverais un jour, » murmura-t-elle en retour, la voix tremblante. « Je savais que tu n'abandonnerais jamais. » Claire sanglotait ouvertement, se reculant légèrement pour prendre tendrement le visage d'Ahara dans ses mains, ses yeux scrutant chaque détail. « Ma belle, » murmura-t-elle doucement. « Tu es vraiment là. » La porte s'ouvrit doucement une fois de plus, brisant l'intensité du moment. Ryan se tenait sur le seuil, l'air hésitant, les yeux écarquillés et hantés par l'émotion. Il hésitait, comme s'il se demandait si c'était la réalité ou un autre rêve déchirant. « Ryan, » dit doucement Ahara en tendant instinctivement la main vers lui. « C'est moi. » Il avança rapidement, comblant les années qui les avaient séparés. Ils se retrouvèrent à mi-chemin de la pièce, s'enlaçant férocement. Les épaules de Ryan tremblèrent incontrôlablement, brisant complètement son sang-froid. « Ahara, je suis vraiment désolé, » murmura-t-il douloureusement, la voix tendue. « J'aurais dû. » Elle le fit taire doucement, se reculant légèrement pour le regarder dans les yeux. « Ce n'était pas ta faute. Tu as toujours été présent dans mes souvenirs. Tu m'as manqué. » Ryan hocha la tête d'une voix tremblante, essuyant ses larmes et souriant malgré sa douleur. « Tu m'as manqué aussi. Tellement. » Dans les jours qui suivirent, la famille Morgan se retira tranquillement dans un centre de convalescence privé niché le long de la côte, loin des journalistes et des regards indiscrets. C'était un havre de paix, un refuge serein, entouré de palmiers ondulants doucement et d'une douce brise marine, exactement ce dont Ahara avait besoin pour commencer à guérir. Ses parents lui avaient soigneusement préparé une chambre, choisissant des couleurs douces et apaisantes qui lui rappelaient à la fois l'océan et son séjour sur l'île. Des coquillages, des couvertures douces et des œuvres d'art rendaient subtilement hommage à ces années d'absence.
Tout y était apaisant, sûr, loin du chaos sensoriel accablant qu'elle avait connu depuis son retour. Un soir, Claire entra discrètement dans la chambre et trouva Alara assise pensivement au bord de son lit. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle doucement, soucieuse de s'assurer que sa fille se sente à l'aise. Alara sourit doucement et prit la main de sa mère. « C'est parfait. Merci de ta compréhension. » Quelques jours plus tard, Travis arriva discrètement à la retraite. Alara le remarqua aussitôt, s'approcha rapidement de lui et le serra fort dans ses bras. Travis lui sourit chaleureusement, soulagé de la voir en sécurité, détendu et entouré de sa famille. « C'est grâce à toi que je suis à la maison, » lui dit Alara avec sincérité, la voix emplie d'une gratitude discrète. Travis secoua modestement la tête et lui serra doucement l'épaule. « Tu as fait la plupart du travail toute seule. » Alara sourit. « Je viens de piloter l'avion. » Daniel s'avança, l'émotion pesant dans sa voix tandis qu'il tendait la main. « Tu as ramené notre fille. Je ne pourrai jamais te le rendre. Nous te serons éternellement reconnaissants. » Travis serra fermement la main de Daniel, le regard sérieux. « N'importe qui aurait fait pareil. Je suis content qu'elle soit rentrée saine et sauve. » Daniel sourit chaleureusement, hochant profondément la tête tandis que son appréciation transparaissait. Par un doux matin, la famille Morgan se retrouva en toute intimité sur la plage tranquille près de la maison. Alara se tenait pieds nus sur le rivage, tenant un panier soigneusement tressé rempli de fleurs de lys. Un silence paisible les enveloppait, seulement troublé par le murmure rythmé des vagues. « C'est pour Marua, » dit Alara doucement, la voix chargée d'émotion. « Elle m'a sauvé la vie. Elle m'aimait comme si j'étais son propre enfant. » Ses parents se tenaient tout près derrière, leur offrant un soutien silencieux et réconfortant. Alara s'avança dans les vagues peu profondes, plongea la main dans le panier et répandit soigneusement des pétales éclatants dans les vagues, murmurant doucement tandis qu'elle s'éloignait doucement, « Merci, Marua. Je ne t'oublierai jamais. » Elle observa silencieusement les délicats pétales emportés par les vagues. Un long moment, Alara resta immobile, les yeux fixés sur l'horizon où la mer et le ciel se fondaient harmonieusement dans un bleu infini. L'océan l'avait emmenée d'un foyer à un autre, et si la gratitude emplissait son cœur, une douce tristesse persistait en dessous. Son père s'approcha discrètement d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. Elle a l'air d'être une femme remarquable. Alara hocha lentement la tête, essuyant une larme. Elle l'était. Elle m'a montré comment survivre, comment être forte. Elle m'a raconté des histoires qui m'ont soutenu, m'ont fait croire que je te reverrais. Claire s'approcha et entoura doucement sa fille de son bras. J'aimerais qu'on puisse la remercier en personne d'avoir pris soin de toi. Alara sourit doucement à travers ses larmes, regardant vers le large. Je crois qu'elle sait. Ils restèrent ensemble en silence pendant un long moment, la famille enfin réunie, partageant le chagrin d'une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée mais à laquelle ils devaient tant. À l'aube du lendemain, la famille se retrouva sur le rivage paisible. Alara se tenait entre ses parents et son frère, les pieds enfouis dans le sable doux, tandis que les vagues léchaient doucement leurs chevilles. Elle inspira profondément, respirant l'air salin et sentant la présence réconfortante de sa famille tout autour d'elle, prête à rentrer. Claire demanda doucement en se tournant vers sa fille, « Est-ce que tu penses à quelque chose ?» Alara jeta un regard pensif à l'horizon, la voix posée et assurée. « Je le suis déjà. » Ensemble, les Morgan se détournèrent de la mer et retournèrent lentement vers la maison qui les attendait. Derrière eux, l'océan poursuivait son rythme incessant, de douces vagues murmuraient, emportant le passé et annonçant un nouveau départ plein d'espoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous pour en savoir plus.